j'ai très bien joué. Pour un mec qui faisait jamais de basket, j'ai bien joué. Et que ce soit tous mes coéquipiers et les coachs, ils disent mais pourquoi tu fais pas de basket? Donc Yann, on voit que tu es très bien habillé aujourd'hui. Tu peux nous dire d'où viennent ces habits? Merci Kevin. En tant que frère béninois, je partage au monde entier mon designer en ce moment, Rosine Club, Jamal, depuis Cotonou. Il a aussi sa boutique à Montpellier. C'est lui qui m'habille. Donc en ce moment-là, comme vous me voyez porter des petits trucs assez frais, ça vient de Rosine Club. Cool. Donc on va parler un peu de tes origines. Okay. On sait que d'abord tu joues au foot et ensuite tu as commencé le basket. Ouais. Et apparemment tu étais bon au foot aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu commences à jouer au basket et tu as commencé à quel âge? J'ai commencé le foot très tôt. Comme tout le monde sait, le foot c'est le sport le plus populaire. Donc c'est vrai que j'étais avant tout un fan de foot avant d'être un fan de basket. Et j'étais pas mal. Moi j'avais comme référence Patrick Vieira. Donc j'avais envie d'être un peu milieu défensif et c'est vrai que très vite j'ai grandi, mais j'ai grandi dans les deux. J'ai grandi dans le milieu, j'avais un peu de basket dans mon quartier, un peu de basket, un peu de foot, et c'est vrai que à un moment donné j'ai beaucoup grandi et j'ai été découvert dans mon collège à l'époque, le collège Fontenelle, dans ma ville à Rouen. Et il y a le coach du Pôle Espoir Normandie à l'époque, Bruno Suarez, qui passait dans la cour de récréation. Moi, j'étais avec mes gars et tout. Et il m'a dit mais toi, t'es grand, tu veux pas faire un peu de basket? Je dis non, moi, je suis footeux, tranquille. Ouais. Et il m'a dit, écoute, nous, au Pôle Normandie, on s'entraîne tous les soirs au gymnase du collège. Et il m'a dit, si tu veux, viens faire un essai. Et au début, je dis, ah non, moi le soir après les cours, il faut que je garde mon petit frère, etc. etc. Il me dit, écoute, si à un moment donné tu veux passer, passe. Et un soir, après les cours, j'ai décidé, je passais comme ça. Et je suis passé, et ce jour-là, en fait, j'ai très bien joué. Pour un mec qui faisait jamais de basket, j'ai bien joué. Et que ce soit tous mes coéquipiers et les coachs, ils disent, mais pourquoi tu fais pas de basket? Et de fil en aiguille, écoute, je me suis rapproché du basket. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, en fait, c'est pas moi qui ai choisi le basket, c'est le basket qui m'a choisi. Parce qu'une fois que je me suis lancé dans le basket, mais j'ai progressé à une vitesse incroyable. Et donc, tu sais comment ça se passe en général, quand tu deviens bon à quelque chose, tu deviens passionné, tu veux tout le temps en faire. Et voilà, au bout d'un moment, le basket, c'était ma vie. Je faisais que ça, matin, midi, soir, je rêvais basket. Il n'y avait que le basket dans ma vie. Et donc, j'ai quitté la maison à 13 ans. Je ne suis jamais rentré, en fait. Je suis jamais rentré. Oh, waouh. Waouh. C'est vraiment le basket qui t'a choisi. Hein. Je te jure. Et ensuite, tu as joué en France, tu as été drafté. Ouais. Tu as joué en NBA. Et on sait que là-bas, c'est la culture américaine. Comment est-ce que tu as fait pour garder ta connexion avec le continent africain? Qu'est-ce que tu faisais là-bas qui faisait qu'en fait tu étais proche du continent? Mais en fait, pour tout enfant, surtout enfant de la diaspora, en fait, il y a un lien qui est intraveineux, intrinsèque, tu vois, où peu importe ce qui se passe à un moment donné, tu vois, tu perds jamais le contact. Tu peux être distrait pendant quelques années, mais tu perds jamais le contact. Donc moi, ça vient de loin. Pour la petite histoire, moi, je suis le premier garçon de mon papa et on a des traditions très fortes dans mon village au Bénin, à Zarianado. Et en tant que premier garçon, à mon premier anniversaire, j'ai dû rentrer au village pour avoir toutes les cérémonies, les cérémonies traditionnelles faites sur moi. Et donc, je pense que le contact intraveineux, comme je te dis, le contact avec la terre s'est passé à ce moment-là. Donc après, peu importe où j'allais évoluer dans la vie, peu importe, j'allais forcément à un moment donné revenir, tu vois. Et donc au début, à mon arrivée en NBA, ça a été très compliqué parce que j'étais dans une optique j'ai voulu m'adapter, en fait, j'ai voulu devenir américain. Tu vois, j'ai voulu faire tout comme un Américain, c'est-à-dire que j'écoutais de la musique américaine, les films américains, même mon anglais, j'ai tout fait pour le taffer tellement pour qu'en fait mon accent on l'entende moins, que ça passe comme si j'étais un Américain en fait. Ma façon de jouer, tu vois, tout ce que je faisais, c'était pour en fait
devenir ou être le plus proche de ce que je voyais aux États-Unis. Donc, pendant longtemps, j'ai eu cette approche. Jusqu'à un moment donné, j'ai dit, mais Yann, qu'est-ce que tu fais? Tu ne seras jamais un Américain, en fait. Ok. Peu importe ce que tu fais, de toute façon, aux États-Unis, tu es vu comme un qu'un free. Peu importe ce que tu fais, tu vois, tu peux avoir le meilleur anglais, tu peux connaître tous les films américains, tous les sons, Non, tu seras vu comme un qu'un free. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où il y a eu le shift. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, pour répondre à ta question, l'ajustement, il a été assez difficile parce que mon mindset, il était ailleurs. Ok. Et surtout, écoute, c'est pas facile de trouver un restaurant béninois, c'est pas facile de trouver un restaurant africain, tu vois, à part dans les grandes villes. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai, moi, quand je suis arrivé à San Antonio, tu vois, c'est pas forcément un gros marché. C'était compliqué. C'était compliqué au début. Mais du coup, le shift, ça s'est fait quand? À San Antonio? À Indiana? Le shift, il s'est fait à Dallas. Ok. Le shift, il s'est fait à Dallas. Et À cause de la culture nigériane? non, même pas. À Dallas, il y avait déjà il y a une grosse communauté africaine. Et donc, j'avais accès à un peu plus des choses que j'avais l'habitude. Tu vois, la musique. Tu vois, il y avait des petits clubs où il y avait des restos africains. Il y avait des petits clubs qui jouaient un peu de musique africaine. C'était un peu plus divers, quoi. Donc, ça m'a rapproché un petit peu de mes racines. Et ça m'a permis vraiment de shift un peu dans ma tête. Et après, à partir de là... Et puis, c'est venu aussi au moment où, après le titre avec Dallas en 2011, j'ai commencé à asseoir ma carrière en tant que joueur NBA. Au début, je me cherchais beaucoup quand même, en tant que joueur en NBA. Et c'est vrai qu'en 2011, après le titre, j'avais bien joué. L'année d'après, je commençais à starter, je commençais à jouer beaucoup plus. Tu vois, même, j'étais assis en NBA, donc j'ai commencé à m'ouvrir l'esprit, en fait. Tu vois. Ok. Et là, l'Afrique est revenue et a pris sa place prépondérante, quoi. Et c'est là que tu as commencé à faire tes camps au Bénin? Un peu plus tard, bien sûr. C'est là où j'ai commencé à vouloir entreprendre des trucs au Bénin. Et voilà, c'est là où vraiment mon esprit était beaucoup plus ouvert à tout ça. Tout ça, ok. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 Béninois qui ont joué en NBA. Ouais. Yann Maenmi et Rui Hachimura. Ouais. Et tu as eu la chance de jouer aussi avec Rui Hachimura. Incroyable, non? Incroyable. Ça, c'est vraiment le destin, plus story. Et justement, qu'est-ce que ça t'a fait de jouer avec Rui? Mais c'était incroyable. C'était incroyable. Parce qu'en fait, Rui, il a on va dire, il a été éduqué à la japonaise. Sa maman est japonaise, son papa est béninois. Ouais. Et c'est vrai que Rui, en tant que joueur japonais, du côté japonais, il est considéré comme superstar. C'est un peu le Michael Jordan du Japon, on l'appelle un peu même. Tu vois, il est sponsorisé par Jordan. Tu vois, il y a plein de trucs. Donc, c'est vrai que lui, dans son approche, il a une approche un peu plus japonaise que béninoise. Mais en fait, le gars, il est friand de cette culture africaine. C'est là où je te dis, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est intrinsèque. Tu vois. Et donc, quand on est arrivé, tout de suite, moi, je l'ai pris comme mon petit frère. Moi, j'étais plus vers la fin de ma carrière. Et c'est vrai, il m'a dit, Yann, il me dit, j'ai grave envie de revenir au Bénin, en fait. Et il me dit, le seul truc, c'est que je parle pas français, tu vois. Tu vois que le gars, il a un peu, tu vois, il est un peu stressé, tu vois. Il se dit, mais comment je vais faire pour eux? Et donc, on a eu beaucoup de discussions, mais c'était fort, en fait, de pouvoir représenter le Bénin, une petite nation comme ça, comme on est, nous, Béninois. 2 joueurs NBA dans la même équipe, c'était fort. Mais on n'a vraiment jamais eu l'opportunité vraiment de l'exposer au monde entier. Parce que justement, je te dis, son côté japonais était trop... Ils se sont trop accaparés Rui, quoi. On pouvait pas, tu vois... C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais justement, en parlant de ça, du fait que le côté béninois, en fait, était même plus caché. Et même moi, quand je t'ai vu en NBA, moi, je crois même caché. C'est plus tard que je l'ai découvert que ça s'est plus appuyé. Qu'est-ce que tu penses que la NBA devrait faire par rapport à cela aujourd'hui? Bonne question, Kim. Merci de me la poser. C'est vrai que la NBA aime bien, en fait, associer... c'est un drapeau, c'est une université, en général, c'est même pas un pays, c'est une université. On met en avant une université et c'est vrai que moi, j'aimerais que la NBA mette un peu plus en avant la descendance, d'où les parents viennent en fait. Parce que c'est pas forcément, je veux dire, il y a par exemple Yanis. Tout le monde pense que Yanis est grec. Oui, il est grec, il a grandi en grec, il a son passeport grec, il parle grec, il est grec, mais à l'origine, c'est un Nigérian. C'est-à-dire que les deux parents sont nés, ont vécu au Nigeria. Eux, ils sont partis très tôt. Et c'est vrai que
Et ben, en fait, c'est une grosse perte pour le Nigeria, en fait, pour le contingent de joueurs nigérians. Or que Yanis et ses frères, c'est des Nigériens. C'est ça, ouais. Tu vois, donc j'aimerais que la NBA aille un peu plus en profondeur quand ils associent les joueurs à une destination ou à un pays. Ouais. Comme Joel Embiid, bah non, il vient pas il était à Kansas. Ouais. Il vient pas de Kansas. Joel Embiid, il vient du Cameroun. Donc c'est juste ça. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. Justement, avec Afro Ballers, c'est ce qu'on essaie de vraiment travailler, c'est côté descendance. Bien sûr. On essaie de créer notre place grâce à ça, donc c'est vraiment très intéressant. La diaspora, les gens sont surpris, hein, mais la diaspora africaine, elle est énorme. La représentation africaine en NBA, elle est bien plus grande que ce que les gens pensent. Ça, c'est clair. Il y a comme Desmond Bain, c'est un Nigérian, par exemple. Tu vois, bien sûr. C'est ça. Ouais. Ok. Du coup, tu es investisseur de NBA Africa et donc aussi indirectement aussi de la BL. Ouais. Donc, quel est ton rôle avec les deux organisations? Alors, pour la petite histoire, j'ai pris ma retraite, en grande majorité, à cause de cette opportunité d'investir dans la NBA Africa, de devenir actionnaire minoritaire. Donc, cette opportunité s'est présentée à moi, sauf que on ne peut pas être joueur NBA et être propriétaire d'une ligue en même temps, NBA. Donc, ça a été une des grosses raisons, une des vraies raisons pour laquelle j'ai pris ma retraite assez jeune. Mais à travers la NBA Africa, j'ai ce statut d'investisseur, mais j'ai aussi cette casquette de NBA Legend, NBA Africa Legend, et j'ai surtout ce statut, cette casquette de BL ambassadeur. Donc être un ambassadeur pour cette ligue un peu partout dans le monde et surtout sur le continent africain. Donc c'est un job qu'on prend très au sérieux. C'est pour ça que ce soit avec Joachim Noah, Lou Holding, Postman Zabonsu, ou moi, on nous voit souvent. Parce qu'on prend cette responsabilité très au sérieux et on essaye vraiment chacun de son côté et ensemble aussi de développer cette ligue qui est magnifique, que je n'ai pas à représenter et surtout d'être vraiment au contact, à proximité des jeunes, de pouvoir inspirer la jeunesse, de pouvoir expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc c'est vraiment un rôle pour nous qui est très important et qu'on essaye de faire au mieux possible à chaque fois, que ce soit dans les conférences ou les phases finales à Kigali. Maintenant, on sait que l'Afrique, pour la grande majorité, c'est un marché émergent. Donc, c'est-à-dire que c'est des économies qui sont instables. Et donc, la BL, c'est un gros challenge parce qu'on sait que il faut créer une ligue qui est sustainable, qui peut se soutenir par elle-même. Et pourquoi toi tu crois aujourd'hui en cette vision de la BL alors que le marché est très challenging? Oui, parce qu'à la base, une ligue comme celle-là qui regroupe les meilleures équipes du continent africain, c'est une ligue qui a pour inspiration en fait de tirer le basket vers le haut, en fait de créer toute une industrie. C'est-à-dire que le basket, c'est pas seulement que le produit qu'on voit sur le terrain. C'est-à-dire que le basket, il y a tous les à côté. Par exemple, là, on est en train de faire une interview. Tu vois, il y a tout cet aspect content, tu vois, tout cet aspect journalisme, tout cet aspect création d'événements. Parce que un événement, par exemple, la conférence du Sahara au Sénégal, c'est un événement énorme. C'est clair. Les hôtels sont pleins, les restaurants sont pleins tous les soirs, les compagnies de voitures. Donc, tu développes tout un écosystème en fait et tu le tires vers le haut. Et c'est ça qui développe les industries, c'est ça qui donne de l'emploi, c'est ça qui fait que la BL devient catalyseur en fait de business. Et donc nous, on croit beaucoup en ça à travers le sport et on le fait, on essaie de montrer l'exemple en fait pour que souvent aussi, pour ne pas faire l'amalgame, les gens ont souvent l'impression de parler de l'Afrique comme si c'était un pays. L'Afrique, c'est un continent et cette ligue, c'est une ligue continentale. C'est-à-dire qu'il y a 12 clubs qui représentent 12 pays. On parle de pays, on parle pas de genre New York contre Miami, qui sont des villes. Tu vois. Donc, nous, on aspire vraiment à tirer toute cette industrie vers le haut, à aussi pousser et challenger les pays qui font partie de cette BIL à faire mieux, à pousser leur ligue locale pour qu'elle soit bien meilleure, qu'elle soit bien organisée, pour qu'on ait un produit final qui soit meilleur. Donc c'est
c'est vraiment le concept de vraiment tirer le tout vers le haut, quoi. On sait que tu es très engagé avec le Bénin. Ouais. Tu y vas au moins une semaine tous les mois. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que tu y vas, en fait? Et qu'est-ce que tu entreprends là-bas qui te passionne tant? Bah écoute, ça rentre justement dans moi, mes responsabilités en tant que leader et en tant que personne qui peut-être a eu un certain succès à l'étranger, de pouvoir revenir, de pouvoir inspirer, de pouvoir développer des choses. Et moi, mon secteur, c'est le sport. Ouais. Donc c'est vrai que je reviens tous les mois pour accompagner notamment le ministère des Sports, représenté par Osvaldo Meki, mais aussi beaucoup plus même la fédération, représentée par le président Onifade, pour vraiment organiser le basket de la façon la plus sérieuse possible et vraiment faire bouger les choses. Je ne sais pas si tu as pu voir, mais l'année dernière, on a signé un MOU avec la NBA Africa pour le développement du basket au Bénin. Donc ça, c'est une de mes grosses missions, c'est comment développer déjà ce partenariat au Bénin de façon équitable entre filles et garçons, et comment amener ces jeunes jusqu'à un projet professionnel. En tout cas, j'ai vu le Bénin, une compétition FIBA pour la première fois cet été. Et donc, j'imagine que c'est ton travail qui a amené ça là aussi. Non, je ne peux pas prendre le crédit. Je peux pas prendre le crédit. En partie. Si j'ai apporté ma pièce à l'édifice. Voilà, en tout cas, félicitations pour ça, parce que le Bénin, c'est pas un pays qui est connu pour le basket. Et avoir une équipe qui joue une compétition internationale, franchement, c'est assez cool. Merci. C'est assez cool. Donc maintenant, je sais que tu crois fortement en l'économie béninoise. Quelles sont les choses auxquelles on devrait s'attendre? Moi, je pense qu'il faut juste être un petit peu curieux et regarder ce qui se passe un peu au Bénin. C'est vrai qu'on est un petit pays, on ne fait pas trop de bruit, mais on aspire en fait à une belle organisation d'une industrie béninoise qui génère vraiment beaucoup d'emplois et qui surtout s'autosuffit pour justement la souveraineté de son peuple. Donc c'est vrai qu'on a une nouvelle zone qui est à Glodjik Bay, une zone industrielle qui développe beaucoup d'industries, notamment celle du coton. Où, pour ceux qui sont un peu curieux, on est les premiers producteurs de coton en Afrique. On a d'autres industries, on a tout ce qui est moto électrique, on a du soja, on a plein d'autres industries qui font qu'on développe un Made in Bénin qui est assez, moi je pense, exemplaire en Afrique. Je pense dans beaucoup trop de cas en fait, on a la ressource première, mais on ne l'exploite pas. Donc là, on a une démarche vraiment, on produit la ressource première et on l'accompagne jusqu'au produit fini, mais non seulement pas que pour l'exporter, mais pour le bien du peuple aussi. Donc c'est contrôler vraiment une chaîne à 360 degrés et c'est super intéressant. Et j'espère que notre projet va aboutir et que le Bénin pourra devenir peut-être un exemple pour l'Afrique et le monde. Ok. Et est-ce qu'il y a une zone particulière au Bénin qui en fait va promouvoir ce processus plus sexy dont tu parles? Bien sûr, c'est la zone industrielle de Glodjik Bay et elle est en plein développement. Donc elle a commencé, je pense, il y a 2-3 ans de ça, si je dis pas de bêtises. La phase numéro 1 est déjà finie, on est déjà sur la phase numéro 2. On est en avance, on a presque 1 an d'avance sur le développement du projet. Donc c'est quelque chose, c'est pas quelque chose en fait qui est bon. On se pose des questions, est-ce que ça va? Non, ça se porte très très bien. On attire des industries du monde entier qui voient justement dans cette zone industrielle un avenir radieux. C'est super. En tout cas, en tant que Béninois, moi je suis content d'avoir interagi avec toi aujourd'hui et bonne chance pour la suite. Merci Kevin. Merci.